20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, ceux qui étudient le diabète ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. Dans cet épisode, on reçoit Nina, la créatrice du site Diabétopole, un média d'information sur le diabète. Nina tient maintenant seule les rênes d'un magazine en ligne, un webzine, bimestriel et gratuit, Le Diabète Enchaîné. Vous apprendrez pourquoi le passage des stylos d'insuline à la pompe a été un véritable déclic pour Nina, qui nous partage aussi quelques explications et infos précieuses sur les différentes pompes, en terminant par l'une de celles qui sont au cœur de l'actualité en ce moment, la boucle fermée. Car depuis septembre 2021, le système à boucle fermée Diabeloop est pris en charge par la sécurité sociale pour certains. Mais Nina et plein d'autres utilisent depuis un moment déjà une boucle fermée de type do it yourself. Si ça ne vous dit rien, pas de panique, elle nous explique tout dans quelques minutes. Nina nous partage aussi pourquoi la philosophie a été pour elle un déclic dans sa vie tout court, et aussi dans sa façon par la suite de penser le diabète, d'écrire sur le diabète et de s'informer à son sujet. Parce que, vous le savez sûrement, il n'est pas toujours facile de bien s'informer sur le diabète et il n'est pas toujours facile d'agir pour changer les choses quand on est plutôt David que Goliath et qu'on manque clairement de moyens pour le faire. Mais avoir des sources d'informations de bonne qualité et indépendantes sur le diabète, c'est important. Alors on ne lâche pas et on espère que vous serez de plus en plus nombreux, vous qui nous écoutez, à faire entendre d'autres voix et d'autres sources d'informations que celles qui existent aujourd'hui. Je m'excuse par avance pour les quelques éclats de voix et éclats de rire qui risquent d'endommager temporairement vos tympans durant cet épisode. J'espère malgré tout qu'il vous plaira, vous intéressera et décidera peut-être le journaliste qui est en vous à passer à l'action. C'est parti, je vous laisse en compagnie de Nina et moi. Bonne écoute! Du coup, Nina, on s'est rencontrés en participant à un café de diabète qui était organisé par l'AFD. Le titre, c'était Sources d'information au pluriel. Donc, c'était où trouvez-vous vos sources d'information sur le diabète? Comment est-ce que vous évaluez qu'il s'agit de sources sûres? Et au final, beaucoup d'infos, parfois contradictoires et du coup, pas toujours facile de trouver les bonnes. Donc, l'idée, c'était de venir un peu partager nos sources d'infos et en découvrir de nouvelles. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, me tient beaucoup à cœur et toi, clairement aussi, tu vas nous en parler un peu plus en détail. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du moment de la découverte de ton diabète, de comment ça s'est passé pour toi, comment tu te sentais à ce moment-là et comment les choses se sont mises en place? Bonjour Claire et merci pour cette belle introduction au sujet de notre podcast aujourd'hui. Moi, je suis devenue diabétique en 2012. J'avais alors 16 ans. C'est vraiment venu du jour au lendemain. Je revenais de vacances au Brésil. Donc, c'était la rentrée scolaire. Donc, je revenais fin août et 2 semaines après, en septembre, j'étais hospitalisée à cause de mon diabète de type 1, sachant que je n'avais pas d'antécédents familiaux, qu'on ne connaissait pas du tout la maladie dans ma famille. Donc, c'était vraiment une grosse surprise. C'était aussi une source de tristesse auprès de ma mère et de ma grand-mère spécialement, qui m'ont éduquée, tu vois, depuis le début. Et donc, de voir leur fille ou petite fille touchée par une maladie chronique, ça les a vraiment beaucoup affectés. Les premières semaines à l'hôpital, elles se sont super bien passées dans le sens où j'ai été très bien accompagnée par l'équipe pédiatrique de mon hôpital. J'assimilais bien les nouvelles méthodes, etc., les nouvelles techniques, l'insulinothérapie fonctionnelle, tout ça. Je prenais plaisir à apprendre. Euh, mais je pense que c'est parce que j'étais une bonne élève à l'école, que j'aimais bien apprendre à l'école. Du coup, j'ai un peu calqué ça à l'hôpital. Mais quand je suis sortie, je me souviens que les premières années, elles étaient difficiles dans le sens où j'étais très seule avec mon diabète, même si j'étais entourée par ma famille. Finalement, c'était une maladie que je devais gérer moi-même. Donc, j'étais très seule et je me souviens que je faisais mes injections une fois sur quatre, que je mangeais du sucré en cachette, je faisais des hippos exprès. Donc, j'étais un peu rebelle les premières années. Et c'est le passage à la pompe à insuline qui m'a permis d'être plus en accord avec ma maladie. Donc, le passage à la pompe à insuline, c'était aussi le passage à l'université.
Donc, je suis devenue doublement indépendante. Non seulement j'ai quitté mon village pour aller à Paris, et non seulement j'avais une pompe à insuline accrochée à moi. Donc, oui, je pouvais non seulement étudier et faire des injections comme ça avec un clic sur un bouton. Ok, il y a pas mal de trucs hyper intéressants dans ce que tu dis. Déjà, le fait que tu l'aies perçu comme enfin, que tu aies fait un parallèle avec la dimension scolaire de l'apprentissage du diabète. Enfin, moi, je me reconnais vachement là-dedans aussi. Du coup, je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose, mais moi, je l'ai pris aussi presque un peu comme une sorte de défi de hors de question que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas tu vois, c'est aussi ce côté, genre, il faut avoir une bonne note, du coup, il faut, tu vois, voilà, bien apprendre, comprendre, etc. Je sais pas si pour toi, ça a été comme ça aussi. Ben, dans le diabète, les bonnes notes, c'est les glycémies. Donc, oui, j'essaye et j'essayais toujours d'avoir des bonnes glycémies, mais comme je ne mettais pas en pratique mes leçons, Ouais. c'est-à-dire que je me piquais pas, je calculais pas forcément correctement les glucides, etc. Ben, finalement, j'avais des mauvaises glycémies. Bon, pas des mauvaises glycémies, mais j'avais des hyper et des hypos. Et donc, j'étais très frustrée parce que j'avais l'impression de travailler constamment. Parce que même si on ne fait pas une injection, euh, même si je ne fais pas une injection, le diabète, c'est du travail permanent, à mon sens. Donc, attends, je reprends mon idée parce que le téléphone a sonné, je suis en hypo, mais tout va bien. Ah, Euh, ok, mais tu veux qu'on... Tu non, passes une non, mais petite je me suis pause? resucrée 30. Non, non, je me suis resucrée 30 fois, ça devrait être bon. C'est juste que mon truc, ça sonne, du coup, ça fait du bruit, mais ça remonte. Le capteur Dexcom, il a une alarme obligatoire et il n'y a aucun moyen de l'enlever, ça c'est complètement stupide. Du coup, des fois, je suis au cinéma et il y a le truc qui sonne. Le seul moyen, c'est d'éteindre complètement le capteur. Mais du coup, j'ai plus de glycémie. Parfois, du coup, j'oublie pendant du coup 2 heures de film que. Et donc voilà. Ok, mais du coup, en fait, là, alors que tu t'es resucré, s'il sonne encore, c'est parce que c'est pas encore remonté ou c'est parce que... Ouais, et puis aujourd'hui, j'ai changé mon petit-déj. Et du coup, je crois que j'ai mal calculé les glucides. Ok. Et, et donc, je crois que j'ai mis trop d'insuline. Et du coup, ça met du temps à remonter par rapport au nombre Ah, d'insuline. resucrage. Ouais, Ok. ouais. Donc, par rapport à l'apprentissage, c'est vrai que moi, j'avais une frustration parce que j'avais quand même cette maladie, je faisais des efforts et pourtant, ben, les glycémies ne suivaient pas. Donc, c'est vrai que je baissais les bras et je pense que c'est normal de ne pas être toujours au top et de ne pas toujours être dans la cible glycémique. C'est normal, on est des êtres humains. Et, euh, et la question, c'est bah, comment faire pour qu'on reparte, en fait. Comment tu incites un jeune ado de 16 ans qui a juste envie de vivre, de faire la fête avec ses amis et d'être normal. Comment tu incites ces personnes-là à prendre soin d'eux et de continuer leur traitement? C'est une question très compliquée. Moi, j'ai eu une diabéto qui me secouait un petit peu, notamment la fois où j'ai balancé mon lecteur de glycémie par terre parce que j'en avais marre. Ah Elle m'a ouais. vraiment, ouais, elle m'a remis à ma place, tu vois. Et je me suis dit, ah oui, ça c'était par rapport aux autres qui n'ont pas forcément cette technologie. C'était pas cool de ma part de balancer le lecteur de glycémie. Euh, donc Ah, j'ai une c'est pas diabète. mal. C'est Ouais. intéressant comme, ouais, comme façon de recadrer un peu le truc parce qu'au final, je pense que ce qui est difficile, c'est de se dire que quand tu es ado, si on te parle des complications, on te parle de tout ça, c'est hyper loin. Toi, tu as envie de vivre maintenant et malgré tout, tu fais toujours de ton mieux, je pense, même si au final, voilà, ça marche pas toujours et parfois, tu sais très bien que tu pourrais techniquement être plus rigoureux, mais globalement, il y a quand même ce truc, comme tu dis, où en fait, tu travailles constamment et tu fais constamment beaucoup d'efforts. Mais du coup, ouais, de recadrer par rapport non pas à toi et à des complications pour la suite, mais par rapport à d'autres personnes, en effet, qui déjà n'ont même pas cette chance d'avoir cette facilité-là. Et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre la personne diabétique au cœur d'un écosystème. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 16 ans, c'était mon diabète, c'était moi la patiente, j'étais toute seule avec la pathologie.
Et je ne voyais pas qu'autour, il y avait tout un système, il y avait d'autres personnes diabétiques. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait des personnes diabétiques en dehors de la France. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout un processus de remboursement, il y avait tout un processus législatif, économique également. Et la diabéto, quand elle m'a dit bah, « Nina, il faut que tu penses aussi aux autres, etc. On ne peut pas te donner un lecteur à chaque fois que tu le casses. » Elle m'a rappelé que je n'étais pas seule et que je devais penser aux autres, que ce soit aux autres patients diabétiques ou aux autres patients diabétiques français ou aux autres patients diabétiques dans le monde. Donc ça, ce rappel à l'écosystème, à l'appartenance à un écosystème beaucoup plus large, ça m'a motivée à prendre soin de moi du coup. Ok. Et du coup, tu disais qu'il y avait eu un vrai déclic, un vrai changement au moment où tu es passé à la pompe et où tu as pris aussi ton indépendance finalement, à la fois par rapport à ça et par rapport à l'endroit où tu vivais. Et du coup, comment ça s'est décidé ce process? Et est-ce que je serais intéressée aussi de savoir quels étaient tes freins au début, qui sont probablement les freins que beaucoup de personnes ont, et comment tu les as finalement levés? C'est beau parce qu'il y a une semaine, je suis tombée sur des messages que j'avais envoyés à une nana diabétique 2 semaines après ma sortie de l'hôpital en 2012. Et dans ces messages, je lui disais mais comment tu fais pour avoir une pompe à insuline? Moi, je pourrais jamais. Pour moi, je trouve que c'est lourd et que ça rappelle toujours la maladie, etc. Moi, il faut Ouais. dire que ça faisait 2 semaines que j'étais diabétique, donc c'est une réflexion totalement normale. Et aujourd'hui, quand j'ai lu ça la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est fou tout le chemin que j'ai parcouru. Ma relation à la pompe à insuline, elle a complètement changé. Et c'est un parcours très personnel. Donc chacun a sa philosophie, a ses désirs, a son mode de vie. Moi, mon mode de vie au début, les injections, ça m'allait très bien. C'est juste que j'arrêtais de me piquer parce que j'avais pas envie de prendre le temps en fait de me soigner. Et Mhm. donc c'était une suggestion de ma diabéto qui m'a dit bon bah là tu fais plus tes injections, la pompe à insuline elle te permettra de pouvoir te permettre de ne pas faire d'injection, etc. Donc c'était naturel en fait, parce que j'avais épuisé tout. J'avais déjà tout épuisé avec les injections, tu vois, j'avais tout testé, les piqûres sur le jean, tu vois, j'avais tout fait, mais c'était très mal fait. Et du coup, je Ouais. pense que une fois que tu épuises toute une technologie, et ben, tu as envie de passer à quelque chose d'autre. Et dans mon cas, c'était la pompe à insuline. Donc, j'ai eu d'abord une pompe avec tubulure. Et quand j'ai épuisé toutes les ressources d'une pompe à tubulure, et ben, je suis passée à la pompe sans tubulure. Et une fois que j'ai épuisé toutes les ressources de la pompe à tubulure, et ben, de la pompe sans tubulure, pardon, du coup, je suis passée à la boucle fermée. Et donc, maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il y aura après la boucle fermée. Ça, je ne sais pas. Ok, et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, tu vois, ces différentes technologies, est-ce que tu peux nous Mhm. expliquer un petit peu la différence entre tubulure, sans tubulure, boucle fermée? Ouais. Et alors, la pompe avec tubulure, c'est une pompe qui est attachée à notre corps par l'intermédiaire d'une tubulure, donc d'un fil en fait, dans lequel l'insuline passe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de tubes, de tubulure, en fonction de nos désirs. Puis après, une pompe sans tubulure, donc la pompe, elle est directement accrochée à notre corps. Ça permet d'éviter de se prendre des poignées de porte parce que une tubulure, ben, du coup, tu te prends une poignée de porte, ça pend, ça tombe, ça tire. Donc, pompe sans tubulure, c'est ça. Et ensuite, la boucle fermée. Oui, pardon. Et oui, pardon, du coup, la pompe sans tubulure, elle est accrochée comment en fait à ton corps? Elle est accrochée avec un patch, en fait. C'est des pompes sans tubulure ou des pompes patch. Donc, c'est adhésif. Et Ok, donc comme le freestyle libre au final, c'est un peu le même. c'est ça, ouais, absolument. Et sauf que c'est un peu plus gros. C'est pas forcément très lourd, euh, mais on peut facilement la dissimuler. Euh, Moi, personnellement, je la mets au niveau du ventre ou au niveau du bas du dos.
mais on peut aussi le mettre sur les bras, sur les jambes. Une pompe avec tubulure aussi, on peut la mettre partout, on peut facilement la dissimuler. Il y a plein d'astuces sur Internet pour la dissimuler ou la montrer, parce qu'on peut aussi très bien la montrer à tout le monde. Ouais. Et la boucle fermée, alors la boucle fermée, ça peut marcher avec une pompe avec tubulure et une pompe sans tubulure. Et en fait, quand on parle de boucle fermée, on parle d'un système qui se compose d'une pompe, d'un capteur de glycémie et d'un algorithme. Et l'algorithme, en fait, il fait communiquer la pompe à insuline et le capteur de glycémie de telle sorte à ce que la glycémie envoyée à la pompe à insuline permet à la pompe d'ajuster l'insuline qu'elle envoie. Donc, si la glycémie elle est élevée, l'algorithme va dire à la pompe, là, il y a la glycémie élevée, il faut que tu injectes un peu plus d'insuline. Et au contraire, si la glycémie est basse, elle va dire, là, il faudrait que tu arrêtes d'injecter de l'insuline. Donc, c'est vraiment une technologie qui arrive de plus en plus dans le monde. Et en France, on a déjà des systèmes qui sont commercialisés. On a la première boucle fermée qui a été remboursée En septembre, là, le septembre. Diabeloop. Ouais, Diabeloop qui est enfin remboursé. Donc, c'est le premier système remboursé. Mais il y en a deux autres. Il y a il y a la boucle fermée de Medtronic et la boucle fermée de Tandem, qui sont des pompes avec tubulure. Donc, c'est vraiment une technologie très novatrice. Et là, les prochaines années, on va parler que de ça. C'est bien et c'est pas bien dans le sens où, bien sûr, ça change la vie dans l'immédiat, mais sur le long terme, on est toujours diabétique et on est toujours attaché à des dispositifs médicaux. Donc, il y a deux côtés, il y a le bon et le mauvais côté de la boucle fermée, à mon sens. Oui, ben ça, je pense qu'on va en reparler Ouais. aussi un peu juste après. Je voulais juste revenir sur un dernier point qui est que je pense il y a aussi une appréhension par rapport aux boucles fermées qui est de se dire que d'un coup, est-ce qu'on est moins en contrôle? Est-ce qu'il y a des risques d'hypo plus importants, etc. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, on est complètement moins en contrôle, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis moins en contrôle de mon diabète, dans le sens où je fais complètement confiance à la technologie et je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle marche, j'ai confiance en elle. Par contre, je suis plus en contrôle sur la technologie en elle-même. Donc, par exemple, je contrôle plus mon téléphone portable, la batterie. Je contrôle plus la connectivité. Parfois, il y a des problèmes de connexion. Parfois, il y a des problèmes quel problème est-ce que j'ai rencontré? Moi, c'est surtout des problèmes de connexion, en fait, et de batterie. Donc, le contrôle glycémique s'est transformé un peu en un contrôle technologique. Donc, bien sûr, la charge mentale, elle est allégée à 3000%, mais Ok. la charge mentale, Elle est elle est déportée sur... alourdie par la technologie. Ouais, elle est Ouais. déportée sur un autre problème qui est là technique. Et les problèmes techniques, ça peut très vite mal tourner parce que si tu n'es pas familier avec la technologie, si tu n'es pas à l'aise, etc., ça peut te prendre la tête et tu peux avoir envie de couper la boucle fermée tellement ça t'énerve. Parce qu'au final, tu dirais que ces petits problèmes techniques, bon, j'imagine qu'au début, tu apprends à comprendre ce qui se passe et petit à petit à les résoudre. Mais en gros, ça arrive à quelle fréquence? Est-ce que c'est vraiment, peut-être surtout au début, c'est vraiment beaucoup ou c'est une fois tous les X jours Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que moi, j'ai une boucle fermée do it yourself. C'est-à-dire que Ok, c'est une boucle fermée que j'ai installé moi-même un algorithme qui fait la communication entre ma pompe et mon capteur de glycémie. L'algorithme, je ne l'ai pas inventé. Il existe sur Internet. On est très bien guidé. Tout est expliqué. Moi, j'ai juste lu un texte plusieurs fois. J'ai suivi les instructions
et j'ai installé une application sur mon téléphone portable. Donc, en ce sens, la charge mentale technologique, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus présente parce que tu l'installes toi-même. Tu n'es pas accompagné par un diabétologue, tu n'es pas accompagné par un prestataire de santé. Pourquoi ? Parce que ce système en France, il n'est pas légal. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est moi qui le dis. Mais, Oui, c'est-à-dire que tu vas pas, enfin, personne va te mettre en prison parce que tu l'utilises. non. Mais par contre, je suppose qu'en effet, si ça déconne, du coup, tu es obligé de te Mhm. débrouiller. C'est pas il est pas illégal, il est juste pas autorisé, il n'est pas reconnu par les autorités de santé. Oui. Mais pourtant, il y a des recherches qui sont faites. Lors des congrès scientifiques, les chercheurs en parlent. Il y a des recherches là-dessus. Il y a des recherches sur qui comparent la sécurité d'une boucle commercialisée et d'une boucle do-it-yourself. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème ces recherches n'ont révélé aucun problème de sécurité. Parfois même, les recherches disent que le système de boucle fermée est plus performant que le système de boucle fermée do-it-yourself est plus performant que le système commercialisé. Donc, oui, dans mon cas, j'ai encore plus de charge mentale technique parce que quand il y a un problème, je suis toute seule face au problème et je ne peux pas appeler mon prestat pour lui dire là, il n'y a pas de connectivité, de connexion. Donc, moi, j'ai des problèmes de connexion avec ma pompe à insuline parfois. Mais bon, là, récemment, j'en ai eu de plus en plus. Mais c'est juste, en fait, il faut juste être patient et ça se reconnecte toujours. Chez moi, ça se reconnecte toujours. C'est juste qu'il faut être proche du téléphone, activer, désactiver le Bluetooth. Parfois, il faut éteindre le téléphone, le rallumer. Mais parfois, ça m'arrive parfois en pleine nuit et je suis pendant une demi-heure à essayer de me reconnecter à ma boucle fermée. Et quand on est déconnecté, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'insuline et qu'on va mourir. Non, quand on est déconnecté, il y a un système de sécurité qui te permet d'avoir ton insuline de base normale que tu as rentrée dans le système. Donc, même quand tu n'as plus de boucle fermée, tu es en boucle ouverte et donc tu as quand même de l'insuline et tu peux vivre normalement. C'est juste que du coup, ta glycémie, elle va monter ou elle va descendre. Donc, il y aura plus, en fait, il n'y a plus le rétro-contrôle de l'algorithme, mais c'est ça. OK. La pompe et le capteur ne communiquent plus. La pompe continue à fonctionner, mais elle n'a plus les données du capteur. Donc, elle ne sait plus trop, elle sait plus si elle sait pas si elle doit augmenter l'insuline ou l'arrêter. Elle fait juste injecter l'insuline qu'elle connaît, l'insuline de base qu'elle connaît. Ok, oui. Oui, donc c'est un peu au final enfin, l'idée, c'est un peu de choisir tes problèmes, quoi. Au final, chaque solution aura ses inconvénients et ses problèmes. Parce qu'au final, en termes de confiance dans ce dispositif-là, il me semble que l'histoire, c'est que c'est un monsieur dont la femme et l'enfant étaient diabétiques de type 1 on avait marre de voir que ce système techniquement existait et pouvait être fonctionnel, mais que ça prenait beaucoup de temps à être commercialisé et remboursé, qui du coup a décidé de le coder lui-même parce qu'il était capable de le faire, d'essayer avec sa femme, puis d'essayer avec son fils ou sa fille, et ensuite de pouvoir le proposer à d'autres personnes puisque ça fonctionnait et puisque pour que plein de gens puissent en bénéficier, quoi. C'est ça, et c'est en open source, je crois. C'est ça. Il y a plusieurs histoires. En fait, il y a plusieurs types de boucles fermées do it yourself et plusieurs histoires. Et il me semble que que la personne à l'origine du code à source ouverte, donc open source, c'est Dana Lewis qui parce qu'elle en avait marre. Non, en fait, elle n'entendait pas l'alarme de sa pompe à insuline ou de son capteur, non, de sa pompe à insuline, parce qu'elle avait des problèmes de sommeil, donc elle dormait très profondément, et elle n'entendait pas sa pompe à insuline, et du coup, elle l'a bidouillée pour pouvoir l'entendre, et je pense que ça lui a donné envie d'aller plus loin et de bidouiller encore plus. Et ce qui est génial, c'est qu'elle l'a fait, mais surtout, elle l'a mis à disposition de tout le monde. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces algorithmes et tout le monde peut installer sa propre boucle fermée si la personne elle en a envie. Et c'est ça qui est génial. La personne diabétique, elle est maîtresse de sa maladie, de son traitement. Et moi, je trouve ça révolutionnaire. Ok, hyper intéressant.
Ça fait une transition assez logique vers le fait que, au final, tout ça, ça se trouve par une communauté de personnes, ça se trouve par Internet, ça utilise pas mal les nouvelles techno. Et pour le coup, même si je suis sûre qu'il y a plein de diabétos qui seraient probablement pour, il y a quand même toujours un petit peu ce décalage entre l'info, le protocole et les process officiels, validés, confirmés, et puis d'autres éléments un peu plus innovants qui viennent de nous, en fait, plutôt que de venir d'initiatives gouvernementales ou autres. Et du coup, ça rejoint pas mal au final ce sujet de l'info. Alors, tu vois, moi, au final, j'ai vraiment aussi commencé à faire ce même constat il y a à peu près 3-4 ans. Ce constat, notamment que c'est pas si simple de trouver de l'info, des bonnes infos par rapport au diabète de type 1, surtout pour certains types de recherche et d'infos. Et moi, par exemple, il y a 3-4 ans, j'ai voulu partir faire un voyage de 1000 km en vélo toute seule. Et je me suis dit, bon, le sujet principal, c'était comment ça va se passer, comment je vais pouvoir le gérer. Et du coup, il y a forcément d'autres personnes qui l'ont fait, de diabétiques de type 1. Je vais juste chercher sur Internet et puis je vais trouver des retours d'expérience. Ça va être très simple. Bon, en fait, pas vraiment. Et pareil, quand j'ai voulu juste après partir en sac à dos, c'est un peu la même chose. Là, il y avait un petit peu plus de retours d'expérience. Mais en tout cas, dans les deux cas, bon, je l'ai fait quand même et tant pis. Et ça s'est très bien passé. Mais d'une part, ça m'aurait rassuré d'avoir ces infos-là. Et d'autre part, j'ai été hyper surprise vraiment qu'elles n'existent pas déçue parce qu'au final, voilà, c'est l'initiative de chacun, donc on peut comprendre que les gens aient autre chose à faire. Mais en tout cas, j'étais vraiment surprise. Tu vois, tu supposes que tu trouves de tout sur Internet, que tu trouves toutes les infos que tu veux, et en fait, pas forcément. Et du coup, alors pour toi, en fait, comment ça a commencé cette sorte de prise de conscience autour du manque d'infos quand est-ce que tu as commencé vraiment à t'intéresser à ce sujet justement de l'info par rapport au diabète de type 1? Moi, j'ai toujours été curieuse par rapport au diabète. Euh, Quand j'allais chez ma diabéto, je lui demandais toujours, bon, vous êtes allé au congrès, quelles sont les dernières nouveautés, etc. Et ma diabéto de l'époque, elle était assez silencieuse et pas très informative. Du coup, je restais toujours sur ma faim. Mais ça ne me dérangeait pas à ce moment-là, tu vois, je passais à autre chose, la consultation était terminée, bon, je retournais à mes bolus et puis ça allait bien, tu vois. Et je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, l'information, euh, elle aurait pu me libérer et elle aurait pu m'ouvrir des horizons. Parce qu'à ce moment-là, c'était moi et mon diabète et c'était tout. Euh, donc, il y a un an, j'ai commencé à vouloir écrire sur le diabète parce que c'était c'était un désir que j'avais. J'ai commencé à écrire plutôt sur ma gestion quotidienne du diabète. Et puis petit à petit, en lisant sur Internet, j'ai pris du plaisir à découvrir en fait tout l'univers à la fois technologique, scientifique, politique autour du diabète. Je pense que c'est parce que c'est mon parcours universitaire aussi qui m'a poussée dans cette direction-là. Moi j'ai fait des études en philosophie et sciences politiques. Donc, tu vois, je mets tout. J'ai un esprit critique et je mets facilement en perspective. Non, je peux facilement voir les trucs d'un point de vue philosophique ou politique. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à penser le diabète euh, à travers, euh, à travers la philosophie, à travers la politique. Et ça a changé ma trajectoire professionnelle parce que j'ai quitté mon travail pour me dédier à l'écriture et au journalisme. Donc, moi, l'information, elle est arrivée de mon plein gré. C'est moi qui ai cherché, c'est moi qui l'ai cherchée. Je suis allée jusqu'à elle et à tel point que aujourd'hui, j'ai installé ma boucle fermée Do It Yourself et j'ai créé un média sur le diabète. Donc, c'est vraiment allé très loin. Alors justement, entre le moment où tu te fais des constats de «Ah, ça serait pas mal qu'il y ait ça, ah tiens, ça n'existe pas, tiens», et le moment où tu agis, il peut très bien se passer toute une vie et au final, tu constates ce truc, mais tu n'y fais rien. Ou alors, tu peux te dire «Maintenant, je décide que j'agis». Pour toi, comment ça s'est passé? Et puis, comment tu t'es dit «Ok, je vais le matérialiser dans un média», etc. Moi, j'ai terminé mes études il y a 2 ans.
Donc, je sortais de mon master et je pouvais tout devenir, en fait. Je pouvais tout être. Et j'ai commencé dans la musique classique, mais c'était pas vraiment moi. Donc, en même temps que je travaille dans la musique classique, j'ai commencé à écrire sur le diabète. Et là, je me suis dit, ah oui, là, je m'identifie plus à ce projet-là. Et j'ai plus envie de creuser là-dessus. Et donc, en creusant et en me cherchant, j'ai trouvé ce que je voulais faire, ce que je voulais être et ce que je voulais créer. Donc, j'ai eu cette idée de créer un média sur le diabète. Et je l'ai fait parce que je pouvais... j'avais pas de métier, je pouvais tout devenir. Donc, moi, la création du webzine Le Diabète Enchaîné et du site internet Diabétopole, c'est finalement aussi un projet très personnel, dans le sens où ils sont nés à un moment où je me cherchais aussi professionnellement. Et donc, c'est aussi, ça fait partie de l'évolution en fait de ma personnalité. Je vois très bien le schéma. Donc j'imagine que aussi ce que tu injectes dans tes articles et dans ton média, c'est très lié du coup aux réflexions qui vont chercher ailleurs par rapport aux questions, au socle de questions qu'on peut se poser en tant que diabétique de type 1, qui sont souvent des questions très pratico-pratiques. Tu parlais tout à l'heure de dimension politique, économique, etc. Est-ce que tu aurais quelques exemples de problématiques ou sujets juste intéressants à creuser que tu as découvert en fait en menant tes recherches? Les premiers articles que j'ai écrits, ils étaient très, comme tu dis, pratico-pratiques. J'ai écrit sur comment faire un bolus prolongé. J'ai écrit sur comment optimiser l'utilisation de son capteur. Donc, c'était vraiment très, très pratique. Et, et en fait, au fil de mes lectures et en découvrant aussi ce que les autres faisaient, surtout à l'international, parce que la, à l'international, mais aussi en anglais. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'articles qui sont militants et qui défendent des choses, qui présentent des choses et qui dénoncent des choses. Il y a beaucoup de comptes Instagram américains qui dénoncent. Moi, quand je voyais ça, je me disais, mais ah bon, il y a des choses à dénoncer sur le diabète? Non, c'est pas possible. Et en fait, au fil de mon feed Instagram et au fil des rencontres aussi avec les laboratoires, les associations, etc., je commençais à dessiner en fait le plan du diabète dans ma tête, l'univers du diabète dans ma tête, et je comprenais de plus en plus les rapports de force, les différents acteurs, les différentes relations de pouvoir. Et moi, ça m'a intéressée, mais ça m'a aussi bouleversée en tant que patiente qui fait partie d'un système de santé. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas qu'une patiente, je suis aussi une actrice, je suis une actrice passive à ce moment-là. Je n'ai pas envie d'être soumise à ce qu'on m'impose, je n'ai pas envie d'être soumise à ce traitement. Euh, et j'étais triste et en colère de ne pas avoir accès à cette information euh, aussi facilement. Si tu veux savoir quels sont les rouages du diabète, il faut que tu creuses ou il faut que tu parles anglais. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas normal que je ne sois pas au courant euh, que l'insuline n'est pas remboursée partout dans le monde. Je pensais que l'insuline était remboursée partout dans le monde. Et, quand j'ai appris qu'on pouvait encore mourir du diabète aujourd'hui, moi, ça m'a sorti en fait de ma bulle. Et je dis que le diabète, c'est une maladie très solitaire, non seulement parce que on se prend en charge quotidiennement, mais aussi parce que du coup, ça nous renferme sur nous-mêmes et on a tellement de choses à gérer avec notre diabète qu'on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni la tête d'ouvrir en fait nos yeux et de regarder ce qui se passe dans la ville d'à côté ou dans le pays d'à côté. Et moi, j'avais envie du coup de créer un média qui ouvre en fait les yeux aux personnes diabétiques. Mon objectif, c'est pas de dire écoutez, arrêtez de pleurer parce que là-bas, l'insuline, elle n'est pas remboursée. Non, c'est pas mon objectif. Si tu es bien avec ton traitement et que tu n'as pas envie de t'informer, mais
Mais bien sûr, moi, j'ai pas envie de lire sur le foot. Si tu n'as pas envie de lire sur le diabète, c'est très bien. Mais j'avais envie de pouvoir donner la chance à ces personnes d'en savoir plus et d'avoir accès à une plateforme d'information qui soit facile d'accès et surtout qui soit drôle. L'humour est fondamental pour moi. Donc, l'information et l'humour, pour moi, c'est deux aspects qui sont au cœur de mon travail aujourd'hui. Mhm. Oui, puis surtout, je pense que c'est pas mal aussi pour quand tu abordes des sujets qui sont aussi un peu délicats et qui peuvent, quand tu reçois ces informations, te faire te sentir un peu, peut-être un peu mal à l'aise. Il y a des infos qui sont un peu dérangeantes, tu vois. Bah, moi aussi, quand j'ai réalisé là, ce dont tu parlais, qu'on meurt encore de diabétiques de type 1 dans plein d'endroits dans le monde, que l'insuline n'est pas remboursée partout, et voir que parfois c'est tellement cher que que tu te retrouves à en mourir quand même. Je trouve que c'est hyper dérangeant cette info, tu vois. Je pourrais très bien comprendre que quelqu'un se dise, en fait, je préfère ne pas le savoir, par exemple. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais, tu vois, avec cette info? Est-ce que tu te dis, j'agis? Est-ce que tu te dis, j'en ai déjà beaucoup à gérer moi-même? Surtout que c'est là vraiment purement de l'inégalité d'être né ici, à droite ou à gauche. Du coup, ouais, injecter un peu d'humour, c'est pas mal parce que sinon, c'est un peu lourd, en fait, finalement, à porter, à recevoir comme info, quoi. Puis aussi, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu parlais de la boucle fermée et du fait que du coup, à la fois, c'était bien et moins bien que ça soit voilà, une grosse actu et qu'on va être amené à en parler beaucoup. Et du coup, la contrepartie de ça, est-ce que tu veux l'expliciter? Ben, la boucle fermée, en fait, c'est un sujet très intéressant philosophiquement et politiquement, à mon sens. Euh, c'est un changement, c'est une très grosse évolution technologique à la, pour les personnes diabétiques et pour les laboratoires. Je pense que ça va changer leur économie. Je pense qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais derrière tout ça, c'est ce que je disais au début de notre conversation, c'est une innovation qui change les choses dans l'immédiat parce que tu mets quelqu'un avec une boucle fermée demain, dans un mois, son hémoglobine glyquée va diminuer. Donc oui, ça change le diabète dans l'immédiat, mais ça ne change pas le diabète sur le long terme, à mon sens. Il y a deux dangers. D'une part, il y a un danger parce que qu'est-ce qui va venir après la boucle fermée? Est-ce qu'on va encore investir dans la technologie, donc toujours plus de technologie et d'innovation, etc. Bon, c'est bien, mais le diabète, lui, il est toujours là. Et j'ai peur que en investissant dans la recherche sur la meilleure boucle fermée du monde, on oublie de se concentrer sur le véritable problème qui est le diabète de type 1, le diabète de type 2 et tous les autres types de diabète, et le fait qu'on ne produise plus d'insuline. Le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans la pompe à insuline. Le problème, il est dans la production même de l'insuline au départ. Du coup, de la non-production de l'insuline au départ. C'est ça qui me rend folle, c'est que les médias, aujourd'hui et demain, ils vont parler de la boucle fermée, ils vont dire « Ah bah c'est le pancréas artificiel ». Non, déjà, ce n'est pas un pancréas artificiel. Moi, j'ai peur qu'on fasse de la boucle fermée un remède universel, alors que ce n'est pas ça. Et l'autre problème que j'aimerais mentionner, c'est les conditions d'accès à cette boucle fermée. Aujourd'hui, la boucle fermée, elle est réservée qu'aux personnes portant déjà une pompe à insuline et ayant une hémoglobine glyquée à 8%. Oui, ou plus, je crois que c'est ça. Ouais, à partir de 8%, oui. Oui, c'est ça. Ce qui, du coup, change tout. Enfin, oui, ouais. vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Du coup, la boucle fermée n'est pas accessible à tout le monde. Bon, ils disent que c'est des critères, c'est pour commencer, il faut que ce soit comme ça, et puis plus tard, on ouvrira les critères de remboursement. Mais je trouve que du coup, c'est hyper dangereux parce qu'on va créer un diabète à deux vitesses et on va créer des inégalités. Tu vas avoir d'un côté les diabétiques qui ont une boucle fermée et les diabétiques qui ont une bonne hémoglobine glyquée et qui n'ont pas accès à la boucle fermée. Donc, moi, je trouve que c'est injuste et qu'il va y avoir des frustrations, il va y avoir de la colère, et je comprends tout à fait. Et aussi, du coup, troisième problème, c'est aussi est-ce que les médecins sont formés à la boucle fermée? Est-ce que les médecins sont au courant de tous les systèmes en place? Est-ce qu'ils sont au courant des différences
parce qu'on parle de différence au niveau de l'algorithme. Donc, c'est un truc hyper spécifique. Je ne sais pas, mais je pense mon ancienne diabéto, je la vois très mal expliquer la différence entre l'algorithme de la boucle fermée Diabeloop et de la boucle fermée Tandem. Donc, il y a aussi une question de formation des soignants à la technologie de la boucle fermée. Et je ne sais pas s'ils sont prêts à être formés et à nous informer du coup sur ces technologies. Oui, c'est vrai que les visiteurs médicaux des labos vont les former ou leur donner des infos du coup sur ces nouvelles technos. Disons que ça donne pas forcément une vision globale et du coup justement cette comparaison entre les différents systèmes. Mais bon, je pense que ça restera une source d'information. Il y a les congrès annuels où les diabétos vont se réunir, etc. Mais aujourd'hui, juste pour rajouter quelque chose, oui. Aujourd'hui, les diabétos sont la première source d'information. Or, les diabétos n'ont pas toujours le temps d'informer tous les patients de tout ce qui se passe dans le monde du diabète. Et parfois, eux-mêmes ne sont pas intéressés à chercher et à partager l'information. Donc aujourd'hui, moi, je pense que les diabétos ont une responsabilité, ont une très lourde responsabilité. Je ne pense pas qu'ils ne doivent pas forcément avoir cette responsabilité sur les épaules. Et c'est là que moi, j'ai envie d'entrer en jeu. J'ai envie de pouvoir permettre aux personnes de s'informer autrement que par l'intermédiaire de leur médecin, parce que les diabétos n'ont pas le temps, en fait. Ils n'ont pas le temps de t'expliquer les différences de traitement. Ils ne sont pas journalistes et ils ne sont pas diabétiques. Donc, ils vont t'expliquer la chose d'une manière qui ne te correspond pas forcément. Oui, et puis aussi, je pense que leur rôle, c'est aussi beaucoup de vérifier que tout va bien physiquement ou pas pendant le rendez-vous. Donc, tu vois, de regarder ta thyroïde, de regarder tes pieds, etc. Et ça, pour le coup, c'est s'il fallait quelque part qu'ils passent plus de temps à expliquer pour passer moins de temps à faire ça. Donc, ça serait peut-être pas idéal non plus. Et je pense que l'idée, c'est aussi de bien caler déjà le protocole. Et du coup, peut-être aussi simplement, c'est pas leur rôle de nous donner toutes ces autres informations, toutes ces autres explications. Mais par contre, et c'est là où je repensais au Café Diabète, que eux aient connaissance de certaines sources d'informations et qu'ils puissent rediriger les patients vers ces sources. Par contre, ça, c'est hyper important. Et parce que aussi, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'anglais, moi, ça m'arrive assez régulièrement de faire des recherches sur un sujet et de me retrouver à lire, tu vois, des publications scientifiques qui ne sont pas traduites en français, tu vois. Donc, et ça, j'y aurais pas accès si je parlais pas anglais, si je pouvais pas lire en anglais. Et ouais, je dirais que peut-être aussi s'il y a un petit message à faire passer, c'est que ça vaut vraiment le coup quand on a envie d'être bien informé. Il faut essayer au maximum d'apprendre l'anglais si c'est pas le cas et de se donner un peu de mal aussi, même si on a un niveau d'anglais qui est assez scolaire. Au début, c'est un peu abrupt de commencer à lire des infos scientifiques sur le diabète en anglais, etc. Au final, c'est un peu le même vocabulaire qui revient tout le temps. Ça devient de moins en moins difficile avec le temps, mais je pense que c'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, on a en effet une source d'information qui est assez partielle si on lit que en français. Et aussi en termes d'esprit critique, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi... je trouve que c'est hyper important d'avoir des sources différentes, de différents points de vue, de personnes qui vivent dans différentes cultures, dans différents pays. Et comme tu disais aussi, qui te font prendre du recul sur toi, ta situation, sur peut-être la chance que tu as d'un certain aspect ou pas dans d'autres. Enfin, moi, je trouve qu'il faut encourager tout le monde à essayer de faire cet effort parce que ça, c'est hyper important, quoi. Les articles scientifiques, c'est vraiment un objet très intéressant. Pour une personne diabétique, c'est comme lire un livre de Kant, tu vois, c'est très compliqué. De l'extérieur, ça paraît très, très dur, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Puis si on ne comprend pas, c'est pas grave. Mais moi, j'invite tout le monde à taper un sujet qui leur tient à cœur. Par exemple, recherche boucle fermée Medtronic. Mettez-le en anglais, vous aurez plus de réponses. Mais vous mettez ça sur Google et vous allez tomber sur des articles scientifiques. Si vous voyez plein de lettres, etc., c'est pas ce que visuellement c'est moche, etc., c'est un article scientifique. Oui, c'est vrai. Essayez, puis si ça marche pas, mais revenez-y plus tard. Mais moi, je pense qu'il faut essayer. C'est un truc qui nous concerne. On parle de nous, on parle de notre futur.
il faut qu'on ait accès à cette information, il faut qu'on la lise. Moi, mes premiers articles scientifiques, c'est dur, mais ça vaut le coup parce que ça nous permet de comprendre finalement que font les chercheurs, à quoi s'intéressent-ils. Et moi, j'ai encore un peu de mal. Du coup, moi, aujourd'hui, et c'est ça une de mes limites, c'est que je lis beaucoup sur les recherches sur les technologies, donc les essais cliniques sur les pompes, sur les stylos, etc. Et je lis moins sur ce qui est cellulaire, ce qui concerne les cellules bêta, tout ça. J'ai beaucoup plus de mal parce que c'est moins facile à comprendre, je trouve, qu'une pompe à insuline. Le corps est plus compliqué à comprendre qu'une pompe à insuline. Et du coup, moi, je me force il faut que je me force à lire plus sur ces sujets-là parce que c'est cela, je pense, c'est ces recherches-là qui vont amener à un remède contre le diabète. C'est pas la pompe à insuline qui va guérir le diabète. Ça, je pense pas. Oui, et puis c'est marrant parce que moi, du coup, je suis tout l'inverse, tu vois, je lis assez peu sur les nouvelles techno, justement, les nouveaux appareils, etc. Et moi, c'est vraiment un sujet qui me fascine de comprendre comment, tu vois, comment tout fonctionne. Et il y a énormément de recherches. Ça s'est vraiment accéléré depuis, la fin des années 80, 90. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est typiquement ce genre de papiers de publication de recherche qui sont un peu abrupts. Quand tu commences vite à entendre parler d'interleukine, de cytokine, tu vois, voilà. Mais au final, à force d'en avoir lu 5, 10, 15, et puis à chaque fois, tu te dis, bon, ok, dans cet article, le truc qui vraiment me parlait le moins et qui pourtant avait l'air d'être le plus central, admettons, c'était ça, ok, bon, bah, je vais me renseigner sur ça, je vais comprendre ce que c'est, peut-être pas tout ce qui est dit dans l'article, mais au moins sur ça. Donc ça sera un truc que tu sauras pour la prochaine fois, et la prochaine fois, tu en apprends un peu plus. Et parce que, tu vois, au final, moi, je trouve que ça aide vraiment à mieux gérer, au final, non seulement ton diabète, mais aussi ton diabète dans l'implication qu'il a en général sur ton organisme et sur ta santé en général. Parce que c'est aussi ce qu'on essaye de faire en ajustant nos doses au maximum au quotidien, c'est d'éviter des complications pour la suite. Et du coup, tu vois, de comprendre comment tout fonctionne au niveau des mécanismes inflammatoires, aussi le rôle de la nutrition, c'est de plus en plus étudié que ce soit dans le développement de pathologies ou d'une manière générale dans le déclenchement ou dans l'accélération de mécanismes inflammatoires. Et enfin, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant et la littérature, elle est hyper dense à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup en anglais. Mais je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup de passer ce niveau de difficulté qui est surtout au début, qui est difficile et qui est long à passer. Mais enfin, l'enjeu derrière, c'est quand même ta santé et ta vie, quoi. Du coup, je trouve que ça vaut le coup de se donner du mal pour essayer de comprendre un maximum de choses. Et aussi, comme il y a pas mal de ces découvertes qui sont finalement assez récentes, ça n'a pas encore eu le temps d'être retranscrit en programme d'école de médecine, puis appris aux futurs diabétos qui seraient déjà nos diabétos. Donc là, c'est de la faute de personne, c'est juste qu'il faut du temps pour que ça nous soit transmis de cette façon-là. Mais du coup, moi, je vois pas tellement d'autres solutions que d'aller chercher l'info soi-même. Et, Bah, moi, je pense qu'une autre solution, c'est aussi le rôle des journalistes et des médias grand public d'écrire sur ces sujets et de vulgariser l'information, de vulgariser la recherche. C'est aussi le rôle des associations de patients de vulgariser la recherche et de parler d'autre chose que de la technologie. Il faut parler aussi de la recherche, il faut parler aussi des chercheurs qui font de la recherche parce que là, il y a des milliers de personnes, des milliers de scientifiques qui font des recherches, qui font des trucs pour le diabète, mais on n'est pas au courant, on ne sait pas qui ils sont. Et on donne la parole au laboratoire à la place. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne approche. Il faut qu'on donne la parole aussi aux chercheurs et il faut qu'on dise aux gens ce sur quoi ils travaillent. Donc ça, c'est le rôle des journalistes et c'est le rôle des associations. complètement. Et en plus, comme il y a aussi un gros sujet de budget aujourd'hui pour beaucoup de chercheurs, au final, le fait
de faire parler un petit peu de ce qu'ils font, de quoi ils auraient besoin pour pouvoir continuer, etc. Je pense qu'en effet, tu as raison, c'est un vrai sujet aussi. Et du coup, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire aussi dans ton média, ou peut-être pas pour l'instant, mais ça serait un projet pour plus tard? J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous dire que le podcast que vous êtes en train d'écouter est maintenant sur Tipeee, une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu préférés au moyen de dons ponctuels ou réguliers d'1 € minimum. Mais un don sur Tipeee, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Car quand on diffuse un podcast, on a en fait assez peu de moyens de savoir qui vous êtes, vous, les auditeurs, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et lorsque vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez y joindre un commentaire. Alors, si l'écoute de ces échanges avec les invités vous plaît, vous inspire ou vous aide, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, des invités que vous voudriez entendre, ou si vous voulez simplement m'encourager à continuer et voir toujours plus de nouveaux épisodes arriver, alors c'est une bonne façon de me le faire savoir. Vous pouvez dès maintenant taper Tipeee dans votre moteur de recherche, TIP, puis 3 fois la lettre E. Ensuite, rendez-vous sur la page Happy Diabetes et laissez-vous guider. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre contribution et je vous laisse reprendre l'épisode là où vous l'avez laissé. Moi, j'aimerais que mon média soit une plateforme une plateforme qui rapproche en fait les acteurs du monde du diabète, les chercheurs, les associations, les labos, les entreprises, tous ces acteurs, qu'on les rapproche des personnes diabétiques. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon constat, c'est qu'il y a un fossé entre nous et ceux qui font notre diabète au quotidien. On n'est pas au courant de ce qui se passe, on n'est pas au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qui se pense. Et moi, personnellement, ça m'empêche d'être en possession de ma maladie. Ça m'empêche d'être maîtresse de mon diabète. Moi, je pense que l'information, lorsqu'elle est claire, elle est claire, précise et sourcée, elle permet une certaine autonomie. On devient maître ou maîtresse de son diabète. Et c'est ce que j'ai envie de développer et c'est ce que j'ai envie de proposer aux personnes diabétiques et à leurs proches. Une information qui permette une information qui permette de rapprocher ces deux univers. Justement, pour ceux qui veulent voir ce que tu écris, ce que tu partages comme info, ton magazine en ligne, c'est Diabète Enchaîné, et ton site internet, c'est Diabétopole. C'est ça. Et donc, c'est un webzine qui est gratuit. Oui, le magazine est en ligne et il est gratuit, il est accessible sur le site diabetopole.com et diabetopole.com aussi est gratuit. Alors, je suis moins active là en ce moment parce que je travaille sur un nouveau média. Du coup, je suis moins active, mais il y a une quarantaine d'articles à la fois sur la recherche, sur la technologie, sur des articles un peu plus lifestyle. Il y a des interviews aussi avec des acteurs très intéressants, dont avec Dana Lewis, la créatrice de l'open source, mais aussi avec un député français, Vincent Ledoux, qui a proposé une résolution à l'Assemblée nationale sur l'accès universel à l'insuline. Et c'est, à mon sens, la première fois qu'on s'explique publiquement à ce sujet. Donc, c'est intéressant de questionner Monsieur Ledoux sur sa démarche et sur cette mission. Et la proposition, elle a déjà été signée par une 50aine de députés. Mais bon, maintenant, pour qu'elle soit votée, il faut attendre parce que, bien sûr, et c'est ce que dit Monsieur Ledoux, c'est que le problème, c'est des problèmes de calendrier maintenant pour l'inscrire à l'Assemblée pour qu'elle soit votée. Parce qu'il y a tellement de trucs à voter que ça prend du temps. Mais tu vois, par exemple, moi, ça me rend folle que, bon, c'est qu'une proposition de résolution, mais c'est déjà un bon début, mais ça me rend folle qu'un sujet aussi important que l'accès universel à l'insuline dépende d'un calendrier législatif français et que ça mette des mois et des mois avant qu'on puisse se prononcer là-dessus, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier législatif face à l'urgence de l'accès universel à l'insuline? Moi, tu vois, et ça vaut pour tous les autres sujets de santé, les sujets environnementaux, etc. C'est que finalement, notre santé, aujourd'hui, elle dépend de choses
matérielles et de choses qui sont générées par l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'accès universel à l'insuline, qu'est-ce qui empêche l'accès universel à l'insuline? C'est l'homme. Parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce que il y a des hommes politiques et des femmes politiques, etc. Donc, moi, ça me rend folle que ce soit nous-mêmes qui nous empêchons de mettre à disposition, de sauver des vies. Et voilà, c'est un peu le paradoxe de la vie. Oui, bah surtout que là, c'est clairement une question de vie ou de mort pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas accès. Donc, c'est comme si X personnes venaient d'ingérer un poison, qu'on avait l'antidote dans la main et qu'en fait, on décidait de ne pas le donner, quoi. C'est un peu ça. Hein. Et en plus, bon, je ne suis pas spécialiste de la fabrication d'insuline, mais c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué à fabriquer, il me semble. À tel point qu'il y a des personnes aux États-Unis qui la créent dans leur laboratoire de manière clandestine. Donc, si eux, ils peuvent la créer, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Et pourtant, eh ben, on l'a pas tous dans le frigo. Oui, ouais, je crois que le coût de la production de l'insuline aujourd'hui, il est assez dérisoire parce que ça fait très longtemps au final, mais que même s'il y a des petites modifications qui font qu'il y a de nouvelles insulines qui sont créées, le principe reste le même, on sait très bien comment la fabriquer, etc. Mais je crois par contre que les coûts, alors c'est un très grand débat, les coûts notamment de l'insuline aux États-Unis, mais en tout cas, je crois que le prix de vente de l'insuline, qui est complètement délirant, est aussi justifié, en tout cas par les labos, par le fait de faire de la recherche fondamentale. Mais je crois que c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas du tout une histoire de coûts de production qui en effet sont hyper bas. Non, l'insuline coûte cher, mais c'est pas parce qu'elle est compliquée à fabriquer, ça c'est sûr. Et du coup, pour terminer sur le sujet de l'information, je voulais te proposer d'ouvrir une petite parenthèse sur un autre projet du coup qui n'est pas le tien, mais dont tu m'as parlé et j'ai senti que ça te tenait à cœur. Et du coup, ce projet, c'est une BD qui vient de sortir par rapport au diabète de type 1 et je te laisse nous en parler. C'est une très bonne, pas une parenthèse, mais un pont par rapport au sujet de l'accès à l'information, parce que cette BD qui s'appelle Escroqueuse, qui a été écrite par la journaliste Anna Walder et le dessinateur Michael Alouche, c'est le résultat d'une enquête en fait, qu'ils ont menée pendant 3 ans sur le diabète. Donc, ils ont réalisé une trentaine de rencontres avec à la fois des labos, des patients, mais aussi des associations, des organismes de l'État, tout ça. Et à mon sens, moi j'aime beaucoup cette BD et j'en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, etc. Parce que pour moi, c'est la première fois qu'on présente en fait en français et sous la forme d'une BD ce qui se passe dans les coulisses du diabète. Et on y apprend des choses à couper le souffle, à la fois terrifiantes et absurdes sur comment fonctionne le système du diabète. Et moi, je pense que si vous voulez, chers auditeurs, vous renseigner sur le diabète d'une manière à la fois ludique, mais aussi d'une manière scientifique et journalistique, je vous invite à lire cette BD parce qu'elle va vous expliquer très facilement comment ça marche. Tout est cité, tout est sourcé. Vous avez à la fin de la BD, moi c'est ma partie préférée, limite, c'est la fin de la BD où il y a toutes les références de tout ce qu'ils ont cité et c'est éclairant en fait. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les sources d'information, elles sont pas forcément du côté des associations, pas forcément du côté des diabétologues, mais elles sont du côté de la littérature, elles sont du côté des formes artistiques, et elles sont surtout du côté des personnes diabétiques. Bon, moi, je dois avouer que je ne l'ai pas encore lu, mais quand on en a parlé, ce que j'en ai compris aussi et que je trouve hyper intéressant, c'est que il y a certaines formes de dénonciation qui portent un peu de violence, en tout cas qui sont assez chargées émotionnellement. Et là, du coup, si je comprends bien, en fait, finalement, dans la BD, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout empreint de ça, c'est plutôt bien amené, quoi, c'est ça? Moi, je pense que tout est dans la manière de dénoncer. Si tu dénonces avec violence et avec radicalité, ça ne marchera pas. Il faut dénoncer avec subtilité, il faut dénoncer avec humour, il faut dénoncer avec beauté et poésie. Et les deux auteurs et la BD Escroqueuse le fait très bien. Ils dénoncent d'une manière très poétique et les illustrations sont magnifiques. En parlant de recommandations, je voulais aborder un dernier sujet avec toi.
En ce qui me concerne, j'ai au fil de l'eau trouvé pas mal d'outils hyper intéressants pour la gestion du diabète, parfois du monde de l'entrepreneuriat, de la gestion de la productivité. Ça peut être du stoïcisme, ça peut être de la méditation, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a plein d'outils intéressants à piocher dans des domaines qui n'ont a priori rien à voir avec le diabète et sa gestion. Et du coup, dans ton parcours, déjà dans les études que tu as faites, il y a le terme de philosophie qui est revenu. Tout à l'heure aussi, tu posais des questions assez ouvertes par rapport à l'accès à l'insuline, le fait qu'en fait, c'est finalement des humains qui empêchent à d'autres humains l'accès à quelque chose qui est pourtant vital pour eux. Et du coup, cette dimension de réflexion, cette orientation un peu philosophique, elle est assez présente chez toi. Est-ce qu'il y a des penseurs, des livres, des philosophies, des choses qui particulièrement t'inspirent et puis qui t'aident aussi justement dans la gestion du diabète et que tu pourrais peut-être conseiller à d'autres personnes d'aller explorer? Merci pour cette question. Moi, j'ai eu un déclic au lycée quand j'ai eu mon premier cours de philosophie. Je me souviens, quand je suis sortie de mon cours de philo, j'avais l'impression de renaître. Ma prof, qui s'appelle Madame Maréchal, elle m'a fait questionner le monde d'une manière que personne n'a fait auparavant. Et ça m'a changée à tel point que je voulais faire des études de philosophie. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais pas d'objectif, mais j'avais envie d'apprendre et j'avais envie qu'on me challenge et j'avais envie d'avoir un esprit critique. Et donc le fait de questionner et de penser les choses, de prendre de la distance et de penser à travers des concepts, etc., moi, ça m'a toujours excitée. Et c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas forcément le diabète à travers des concepts ou à travers la philosophie. Je ne le fais toujours pas systématiquement parce que d'une part, je ne suis pas philosophe et d'autre part, il y a tellement d'approches du diabète que je n'ai pas encore eu le temps de me donner le temps de penser le diabète philosophiquement. Mais moi, j'ai quand même une philosophie du diabète, c'est d'en rire, tu vois. Je pense que l'humour, c'est ma philosophie du diabète. Et j'essaye à chaque fois voilà, les jeux de mots, tout ça, moi, ça me permet de prendre de la distance et de me rappeler que j'ai un diabète ou pas, je vais mourir. Donc, autant en faire un truc drôle. Après, en termes de philosophie pure et dure, il y a énormément de livres sur la maladie et la philosophie. Je ne les ai pas tous lus. J'aimerais bien. Mais souvent, ces livres, ils ne sont pas drôles, justement. C'est ça qui n'est pas drôle. Mais moi, il y a une philosophe qui m'a beaucoup inspirée lors de mon master. C'est une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum. Et j'aime beaucoup cette philosophe parce que, bon, elle c'est plutôt de la philosophie morale et politique, donc rien à voir avec la santé. Mais justement, en fait, en la lisant, donc quand je la lisais pendant mon master, je ne voyais pas du tout le rapport avec le diabète, etc. Mais aujourd'hui, je vois plein de rapports, je vois plein de manières de penser le diabète grâce à sa philosophie. Et en fait, basiquement, sa philosophie, très simplement, c'est ses arguments. Bon, il y a plusieurs pans dans sa philosophie, mais moi, celui que j'aime, c'est sa philosophie politique et sa philosophie morale. Et en fait, elle dit, en tout cas en 2018-2019, elle disait qu'on devait mettre l'amour au cœur de nos politiques publiques et que les hommes et femmes politiques ont cette mission de diffuser de l'amour. Et c'est en diffusant de l'amour qu'on crée une communauté de personnes, qu'on crée une nation et qu'on crée un monde cosmopolite. Et donc, elle prend les exemples, par exemple, de Martin Luther King, de Mandela, qui ont réussi, grâce à leur rhétorique, grâce à certaines politiques publiques, etc., de réunir des citoyens et de faire en sorte que ces citoyens se sentent appartenir à une communauté plus grande que leur nation. Et moi, j'ai beaucoup étudié ça pour ma thèse, pour mon mémoire de master. Et récemment, je me suis dit, mais en fait, on peut penser le diabète comme ça. Je pense que la relation soignant-patient doit être une relation d'amour, d'empathie, d'humanisme et de compassion. C'est des concepts clés et des émotions clés dans la prise en charge du diabète. Et après, de manière plus globale, j'aimerais réussir à cultiver l'amour envers nos proches diabétiques. C'est très philosophique, c'est très abstrait. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de notre cercle, il faut qu'on sorte de notre diabète et avoir l'habitude d'aller vers son prochain diabétique.
de partir à la rencontre de ces autres façons de prendre soin de soi, d'apprendre sur les différences de traitement, les différences d'accès au traitement, etc. Et c'est seulement en se rendant compte qu'on fait partie d'un univers beaucoup plus large qu'on peut, je pense, accepter. Bon, accepter, c'est très. L'acceptation et le diabète, c'est un sujet très compliqué, mais qu'on peut vivre avec sa maladie. Et donc, moi, cette philosophe, elle me permet de sortir de mon cercle, en fait, et de dépasser les frontières. Et je pense que l'information permet justement de sortir et l'information et la rencontre. Mais on peut très bien organiser une rencontre à travers un article de presse, tu vois, par exemple, à travers une interview. Donc pour moi, la rencontre et l'information permettent aux personnes diabétiques de sortir de leur diabète et d'ouvrir leurs horizons sur ce que c'est que le diabète dans le monde. Donc voilà, ça c'est une de mes lectures philosophiques du diabète. Est-ce que tu aurais un titre d'un ouvrage en particulier de Martha Nussbaum à nous recommander, si c'est accessible, si... Alors, elle écrit beaucoup, donc elle écrit en anglais. Certains de ses ouvrages sont traduits, mais je conseille, si vous pouvez le lire en anglais, je vous conseille de le lire en anglais parce que oui, ça traduit mieux sa pensée. Ouais, ça traduit. Mais moi, le livre que j'ai lu et que j'aime le plus, c'est Political Emotions, Why Love Matters in Justice. Et c'est un livre de 2012-2013. Et c'est là qu'elle explicite sa thèse de l'amour, comme pilier de la société. Donc, mais elle écrit aussi beaucoup sur le droit des animaux, par exemple. Là, elle va sortir un livre sur le droit des animaux. Elle fait partie en fait d'un courant de pensée qui s'appelle l'approche des capabilités. Donc, c'est une approche qui a été développée par le prix Nobel de l'économie Amartya Sen. Et moi, si j'avais le temps, mais on a toujours le temps, mais dans ma vie, j'ai envie d'écrire quelque chose sur le diabète et l'approche des capabilités. Donc là, on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est que l'approche des capabilités, mais et moi-même, je n'ai pas encore défini dans ma tête comment j'aimerais penser le diabète à travers cette approche, mais c'est un truc que j'ai envie de faire parce que je pense que la philosophie peut être éclairante. Alors, la philosophie ne permet pas de trouver un remède pour le diabète, ça c'est sûr, mais je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de trouver des solutions, de trouver des façons j'aime pas ce terme, mais d'accepter le diabète. Et moi, je pense que tout ce que je crée aujourd'hui, que ce soit mon média ou le fait de penser le diabète à travers la philosophie, pour moi, c'est des façons d'accepter mon diabète. De t'adapter aux circonstances qui sont là, qui sont que voilà, tu es diabétique, donc comment tu t'adaptes et tu es résilient par rapport à ça au final. Ouais. Je pense que mon média, même si je ne le présente pas comme ça et même si c'est pas ce que je veux, c'est pas son but, il est thérapeutique d'une manière ou d'une autre. Pour moi ou pour les lecteurs aussi. Mais c'est pas son but premier. Mais c'est comme ça quand tu as le diabète ou quand tu as une condition, quand tu fais un truc sur cette condition, ben forcément, c'est thérapeutique. Ok. Et alors, j'ai envie de te demander, comme tu lis beaucoup, je voudrais en profiter pour te demander quel est l'ouvrage que tu as le plus offert dans ta vie ou le livre, le dernier livre que tu as offert à quelqu'un. C'est une très bonne question. Et non, le dernier livre que j'ai offert, c'est un livre que j'ai offert à une amie. Et c'est un livre sur la masturbation et sur l'acte sexuel, comment toucher son partenaire ou comment se toucher soi-même. Et je trouve que c'est un sujet déjà d'une part très tabou, aussi dans le diabète, parce qu'on parle pas on parle très peu de sexualité de diabète, que ce soit dans les médias ou avec notre diabétologue, encore moins avec ses proches. Mais oui, donc j'ai offert cet ouvrage-là parce que moi,
je sais pas si ça se dit, je suis très libérée sexuellement, je sais pas si ça se dit, mais pour moi, je trouve que c'est important de parler de sexualité, de sexe et de masturbation avec pas ses proches, mais avec son conjoint ou sa conjointe, son partenaire ou sa partenaire plutôt, et avec ses amis. Et donc, j'avais envie de lui offrir ça parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça s'appelle Jouissance Club. Ok. Et c'est un mélange de livres et pas de BD, mais il y a des dessins, en fait, des dessins qui expliquent, qui expliquent les organes génitaux, qui expliquent comment caresser, comment toucher, comment embrasser, etc. Et j'ai trouvé ça très bien illustré. Et en plus, c'est drôle, donc c'est tout ce que j'aime. Ouais. Ok, mais oui, c'est vrai que bah, du coup, c'est hyper intéressant que ça a été ce livre-là et ce sujet-là parce que aussi, moi, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un groupe Facebook dans lequel un garçon, posait une question par rapport au diabète et à la libido. Et c'était un peu le retour que tout le monde faisait de se dire, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais donc, du coup, tu avais plein de garçons qui répondaient que bah oui, ça avait un impact, pas forcément permanent, mais par moment, etc., sur la libido. Et du coup, bah, d'autres filles qui enchérissaient aussi en expliquant que c'était pareil, qu'il y avait aussi un impact par moment et tout. Mais c'est vrai ouais, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément beaucoup. Sauf, il y a, mais bon, c'est encore un média anglophone du coup. Je crois que c'est, ouais, Type 1 Beyond. Je ne sais pas si tu connais. Oui, Beyond Type 1. Oui, Beyond Type 1, ouais, qui est ou notamment un peu une des figures de proue de je crois que c'est une association, c'est un des deux Jonas Brothers qui est diabétique de type 1, ouais. Et bon, là, ils en parlent un peu, etc. Mais c'est vrai que ça reste un truc un peu tabou, et bah, comme la sexualité d'une manière générale, et du coup, voilà, a fortiori là-dedans. Bon, mais donc, ça veut dire il y a des choses à faire pour peut-être pour libérer la parole, donc qui sait dans l'avenir ce qui va pouvoir arriver. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des personnes diabétiques qui qui parlent de diabète et de sexualité, c'est très important, mais la plupart du temps, c'est des femmes qui en parlent. Or, les hommes aussi sont impactés par ça, et c'est important que les deux voix soient représentées, parce que moi, j'ai envie de m'identifier, mais je pense que les hommes aussi ont besoin de s'identifier et ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Et je pense qu'ils ont peut-être du mal à trouver des réponses sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Oui, et peut-être aussi plus de mal à oser poser leurs questions, à oser partager Ouais. là-dessus. Mm. Alors, bah, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Je vais du coup mettre en description tous les liens dont on a parlé, toutes les références et évidemment Diabétopole et diabète enchaîné inclus. Et je voulais te poser juste deux petites questions pour clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'argent. Mais non, Ok, mais c'est une c'est question. noté. Non, mais c'est une question très importante. C'est une réponse horrible, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lancent des projets sur le diabète, que ce soit des podcasts ou des blogs ou des marques ou des produits. Tu vois, je pense à tes podcasts, mais je pense aussi aux différents blogs, tu vois, par exemple La Belle et le diabète ou le resucrage, la solution de resucrage de Glucipo. Tout ça, c'est plein d'initiatives portées par des personnes diabétiques. Toutes ces personnes, elles le font sur leur temps, elles le font avec leurs énergies, avec leurs moyens. On n'a pas de moyens financiers. Je pense qu'on ne gagne pas énormément avec ce qu'on lance. Et malheureusement, le seul moyen d'y réussir, la plupart du temps, c'est de faire appel au laboratoire parce qu'ils ont plein d'argent et ils adorent donner de l'argent pour des projets sur le diabète parce que ça les arrange Et en termes en termes de d'image, communication. etc. Donc, moi, je souhaite pour nous, pour moi aussi, je souhaite qu'on puisse subvenir à nos besoins et qu'on puisse avoir des financements en dehors des laboratoires et des. Donc, ma réponse, elle est très pragmatique et peut-être un peu gênante, mais c'est une vérité et c'est pas que ma vérité, c'est la vérité de toutes les personnes qui ont des projets aujourd'hui sur le diabète. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais aujourd'hui, on a besoin d'argent pour. Tu vois, si je devais créer un capteur de glycémie, j'aurais aussi besoin d'argent. Ouais. Ouais, c'est vrai que
Non, tu t'attendais pas à cette réponse. Mais j'aurais pu dire, vous pouvez me souhaiter de la chance, vous pouvez me souhaiter du bonheur, mais bon, voilà, c'est ok. Non, mais elle est vraiment hyper intéressante, cette réponse, parce que comme tout ce qui est un peu gênant, justement, c'est intéressant. Il y a d'un côté beaucoup d'argent et d'autre côté d'autres initiatives, d'autres projets qui au final servent pas de la même façon qu'une insuline, mais qui servent aussi. Pour autant, tu peux très bien te dire au départ, est-ce que c'est sain de gagner de l'argent par rapport à quelque chose que je propose autour du diabète? Je pense que c'est des questions qu'on s'est tous posées, que les labos, au final, se posent pas parce que c'est leur business model, c'est une entreprise. Ils sont pas impliqués au premier degré, ils sont pas impliqués émotionnellement autant que nous. Mais non, cette réponse, elle est hyper intéressante. Et surtout, elle est réelle. C'est du concret. Ouais. Et alors, du coup, pour terminer, on se redira peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra pour voir où en sont tes projets, etc. Et voilà, refaire un petit peu aussi le point sur les nouvelles techno, etc. Mais en attendant, est-ce que tu voudrais nous laisser avec une petite phrase, un mantra, quelque chose qui t'aide, qui te guide, que tu pourrais nous partager? J'ai pas de slogan, malheureusement. Mais comme je le disais quand on parlait de philosophie, moi, ma philosophie de vie, c'est d'être toujours voilà, optimiste, positive et de partager de l'amour avec le maximum de monde possible parce qu'il y a un proverbe brésilien qui dit la gentillesse génère de la gentillesse. Moi, je crois en ça dans ma vie, donc j'essaie d'être gentille avec tout le monde. C'est très niais, dit comme ça, mais ça marche. Moi, j'aime être souriante et j'aime partager ma bonne humeur avec les gens. Et ma philosophie, c'est de vivre chaque minute et de sourire le plus possible. Même, et quand on est triste, il faut être triste jusqu'au bout, je pense. Je suis complètement d'accord Ah non, avec j'ai pas envie de tout ce finir que tu sur viens cette de dire. phrase. J'ai pas envie de finir sur la phrase être triste jusqu'au bout, c'est horrible. Alors, il faut que tu trouves une autre phrase. Non, non, je sais pas faire des mots de la fin, mais j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. C'est important de parler des sources d'information. C'est vrai que ce Café Diabète, qui est du coup organisé, comme tu disais, par l'AFD et par Andrea Limbourg, qui est diabétique et qui est très active sur les réseaux sociaux et qui fait énormément pour la communauté du diabète. Et on ne le voit pas, en fait. Il y a plein de personnes comme ça qui font énormément pour la communauté du diabète et on n'est pas au courant. Et moi, ça me rend, ça me donne envie de faire un film sur chaque personne. Mais donc, oui, donc ce Café Diabète sur les sources d'information, il était vraiment, le sujet était tellement intéressant et on n'a pas parlé de qu'est-ce qui ressort le plus lors de ce Café Diabète. La plupart des personnes, elles s'informent à travers soit le journal Sophia d'Amélie, soit par le magazine de la Fédération française des diabétiques. Alors, Équilibre. c'est bien, ouais, équilibre. Ouais. C'est deux médias qui ont le mérite d'exister, etc. C'est bien. Mais c'est deux médias qui sont tenus par, le premier par la Sécurité sociale et le deuxième par une association de patients qui a des choses à se reprocher. Vous pourrez en savoir plus dans la BD. Donc, c'est des sources d'informations qui sont biaisées, je suis désolée. Et donc, ça Oui, qui pose la question. représente un angle de vue, en tout Oui. cas. Ouais, ouais. Et même s'ils peuvent avoir la meilleure volonté du monde, ça reste des institutions. Ça reste des organismes qui sont liés à l'État ou qui sont liés à des lobbies, etc. Donc, l'information est par définition biaisée. Et du coup, ça pose la question, mais de comment avoir une information indépendante et au plus près de nous. Moi, je n'ai pas encore la réponse, j'y travaille, mais il y a encore énormément à faire. Et ça, c'est juste un aspect, c'est juste une question dans le diabète. Il y en a plein d'autres, mais à chaque fois, il y a cette question de relations de pouvoir qui se posent, d'intérêt et de relations avec les laboratoires qui se posent. Donc, le sujet de l'information est très compliqué, il est très intéressant et j'espère pouvoir apporter des réponses avec les médias que je crée et que j'espère créer tout au long de ma vie. Ouais, c'est sûr que oui, ça a déjà commencé et ça va faire que continuer, donc c'est top.
Et puis, du coup, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, le message, ça pourrait être aussi de se dire qu'au final, il y a besoin que plus de personnes qui sont concernées, que ce soit au premier degré ou même au deuxième degré, etc., s'expriment sur le sujet, partagent leurs ressentis, partagent des infos, des choses utiles, et que si qui que ce soit ici a envie de le faire mais n'ose pas, hésite, etc., mais il faut y aller parce que c'est utile et parce que on en a tous besoin, quoi. Et je rajoute un message, il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut toujours douter de tout. Il faut toujours critiquer, avoir un esprit critique. Quand vous lisez un truc, quand vous partagez un truc, remettez en question ce que vous lisez. Tout ce qui est dit, que ce soit par les laboratoires, les associations ou par n'importe qui, il faut le questionner parce que c'est une association ou un laboratoire ne dit jamais quelque chose comme ça sans y réfléchir. Tout est pensé, chaque mot est pensé des heures et des heures. Donc, diabétiques du monde entier, unissez-vous et réfléchissez. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est hyper important quand on lit quelque chose, et que ce soit pour le diabète ou en général, qui l'a écrit, pourquoi, avec quelle source d'information, quels sont les enjeux de cette personne au moment où il écrit ça, quel est son objectif, et croiser les sources d'infos, ça c'est aussi, que ce soit pour le diabète ou pour tout, surtout là dans l'époque de fake news qu'on est en train de traverser, c'est vraiment hyper important pour s'éviter de faire des erreurs et de penser des choses qu'on aurait pu s'éviter de penser par la suite. Bon, écoute Nina, je te remercie beaucoup pour tout cet échange, c'était vraiment hyper intéressant. Je te souhaite que ça fonctionne de mieux en mieux, que tu puisses informer et aider de plus en plus de personnes, mais je suis sûre que c'est vers ça que tu te diriges de toute façon. Et voilà, un immense merci, et merci pour ce que tu fais aussi avec Diabétopole, avec Diabète Enchaîné. Et encore une fois, toutes les rêves dans la description. Super, merci à toi. Merci Nina, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à l'AFD et à Andrea Limbourg pour l'organisation des Cafés Diabète qui m'ont permis de rencontrer Nina et auxquels je vous recommande vivement d'assister. Je vous laisse en description les liens vers tout ce qui a été évoqué dans cet épisode, Diabétopole et Diabète Enchaîné bien sûr, Jouissance Club de June Pla, dont j'espère ne pas écorcher le nom, mais aussi la BD Escroqueuse d'Anna Walder et Michael Alouche, dont j'espère aussi ne pas écorcher le nom. Et enfin, Political Emotions de Martha Nussbaum. Au sujet de ce dernier, l'idée de remettre l'amour au centre des politiques publiques donne à réfléchir et m'inspire une observation dont j'essaie de me rappeler de temps à autre et que j'aimerais vous partager. Cette observation, c'est qu'il faut aussi parfois penser à remettre de l'amour au centre de notre relation avec nous-mêmes. Car la personne avec laquelle on est le plus dur et le moins bienveillant, c'est parfois nous-mêmes. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé en hypo ou en hyper et que vous étiez un peu fatigué ou stressé. Dans ces moments-là, on a vite fait de manquer de bienveillance envers nous-mêmes et de se dire qu'on est juste nul. Alors si vous êtes tenté, là, aujourd'hui, dans quelques heures, de vous dire ça, soyez bienveillant. Une petite erreur, ça arrive à tout le monde, tout le temps. Tout le reste du temps, vous êtes probablement formidable. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et peut-être que cette petite attention fera du bien à quelqu'un que vous aimez. Broken